Bien, je vais vous faire une présentation sur l'histoire du château de Châteauneuf et en particulier sur les hypothèses de restitution qui ont été réalisées dans le cadre de l'exposition Châteauneuf-sur-Loire, son château restitué. Donc, je vais d'abord faire une introduction sur la définition d'une hypothèse de restitution et ses usages, et ensuite j'aborderai plus précisément l'histoire architecturale, les évolutions architecturales du château de Châteauneuf et comment je suis arrivé à produire les images que je vais vous présenter. Donc un vestige comme l'est le château de Châteauneuf n'est pas souvent visible par lui-même. C'est d'ailleurs qu'il donne souvent une image tronquée de la réalité. Un vestige, c'est quelque chose qui a vécu, il a été pillé, il a été détruit, il a été transformé, rebâti. Donc, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est un puzzle, mais qui est construit avec des pièces d'origines diverses et d'époques diverses. Donc en l'état, un vestige n'est pas directement exploitable pour la transmission des connaissances au public. Donc, pour faire parler un vestige, généralement, on fait appel à trois types d'actions. On a la reconstitution, la restauration et la restitution. Donc, la reconstitution, c'est reconstruire un monument à partir d'éléments qui sont d'origine, mais dispersés. Donc, par exemple, cette chapelle de Karnak en Égypte a pu être reconstituée parce qu'on a retrouvé toutes les pierres qui avaient simplement été dispersées. Les archéologues ont pu le reconstituer à l'identique. La restauration, c'est consolider un existant et le compléter avec des parties manquantes. Et compléter les parties manquantes, pardon. Mais c'est une pratique qui est problématique parce que très interventionniste et que souvent on superpose une vision un peu fantasmée du bâtiment à la réalité historique. L'autre problème de la restauration, c'est qu'elle fige le site dans un état permanent et qui ne permet pas en fait de tenir compte des hypothèses et puis de l'évolution des connaissances. Un des monuments les plus caractéristiques de ces restaurations excessives, c'est le site de Knossos en Crète, où Evans a reconstitué des salles entières en béton, qui plus est, et voire même des fresques à partir de fragments, et on sait aujourd'hui que ces représentations sont complètement fausses. Enfin, une des trois dernières actions est la restitution. L'avantage de la restitution, c'est qu'elle n'intervient pas sur le site. Donc, dans le domaine du patrimoine, restituer, c'est redonner l'idée d'un monument tel qu'on aurait pu le voir si on s'était déplacé dans le temps. Donc, restituer le château de Châteauneuf, c'est le restituer à un moment donné de son histoire en utilisant les différentes sources, qu'elles soient textuelles, archéologiques, iconographiques, à notre disposition. Donc, une restitution peut prendre plusieurs formes. La première et la plus immédiate, c'est la restitution textuelle. C'est généralement celle qui est produite par les chercheurs, les historiens. Elle permet de décrire un bâtiment avec beaucoup de détails, en utilisant énormément de termes précis, de termes techniques, architecturaux, etc. Le texte permet également de souligner, par l'emploi du conditionnel, du peut-être, du il est probable que, les incertitudes, les lacunes quant à notre connaissance. Toutefois, la restitution textuelle est quand même destinée à un public averti, hein, ce qu'on appelle le regard expert. C'est-à-dire qu'il faut quand même connaître généralement un vocabulaire assez sophistiqué, hein. Qui sait ce qu'est une architrave, un avant-corps, un pilastre, etc. Donc, il est difficile pour quelqu'un qui n'est pas expert de visualiser, de projeter à partir du texte. C'est pour ça que généralement on fait appel à la restitution visuelle en deux dimensions. Cette restitution visuelle en deux dimensions trouve son origine dans les dessins d'architectes dès l'époque moderne, hein. Là, je vous ai mis une élévation du château de Blois réalisée par Androuet du Cerceau en 1570. Androuet du Cerceau qui était architecte du roi et qui avait réalisé un ouvrage qui s'appelle Les plus excellents bâtiments de France, où il recensait les châteaux les plus intéressants. Et donc on était déjà dans une logique de restituer pour la postérité. On dessinait pour les générations futures, pour montrer la grandeur des sites réalisés par les princes. Donc on est déjà dans les prémices de la préservation du patrimoine, de la transmission du patrimoine. On peut également citer Claude Chastillon, hein, un peu plus tard, au XVIIe siècle, qui réalise sa topographie française. On en reparlera par la suite. L'image en deux dimensions permet donc de déplacer les limites de la description textuelle, en ce sens qu'elle donne immédiatement à voir. Donc il y a plein de techniques différentes, le dessin, les plans, les schémas, les vues en perspective, l'aquarelle, l'infographie. Le gros avantage de la
restitution visuelle, c'est qu'elle est très abordable, très facile à réaliser. D'autant plus qu'elle peut être adaptée directement au contexte de son utilisation. C'est-à-dire que on utilisera plutôt un schéma ou un plan dans une publication scientifique et on utilisera plutôt un dessin aquarellé, par exemple, si la destination est plutôt la médiation dans un musée ou un document scolaire. En plus de ça, la restitution visuelle a souvent un aspect esthétique qui est très intéressant. Bon, le défaut de la restitution visuelle en deux dimensions, c'est qu'elle limite le point de vue. On n'a qu'un seul point de vue, on ne voit pas ce qu'il y a derrière. Donc c'est un point de vue qui est imposé au visiteur. Encore une fois, on fige un vestige. Et donc, c'est pour ça qu'on utilise très souvent maintenant, grâce aux outils informatiques, la restitution visuelle en trois dimensions. Et c'est un apport supplémentaire, complémentaire aux deux précédents. Elle est d'abord un outil de travail, en ce sens qu'elle permet aux chercheurs de faire des tests. Ils peuvent tester des hypothèses de travail, en ce sens qu'elle offre une restitution des lieux qui est fidèle à l'état de nos connaissances. L'intérêt, c'est qu'elle est dynamique également, c'est-à-dire qu'on peut tourner autour, on peut observer plusieurs points de vue, on peut zoomer, dézoomer, on peut rentrer dans un bâtiment, on peut même éventuellement faire des coupes, ce qui permet de voir l'intérieur d'un bâtiment. On peut également faire fonctionner des machines, par exemple pour faire comprendre le fonctionnement d'un engrenage, etc. On peut aussi ajouter des éléments contextuels à l'image en 3D, c'est-à-dire on peut renvoyer vers des liens, vers des vidéos, des explications, des interviews, etc. Et enfin, son intérêt principal est qu'elle est évolutive, dans le sens où on peut très facilement et très rapidement la mettre à jour. Et donc elle suit en fait l'état des connaissances. Elle n'est pas une image figée. Donc ce projet de restitution du château de Châteauneuf trouve son origine dans l'exposition de 2010 de Château révélé. Euh, Cette exposition s'était principalement concentrée sur les collections beaux-arts du château, donc sculpture, peinture, et l'aspect architectural avait été laissé un petit peu de côté parce qu'on n'avait pas les moyens d'explorer plus avant, ni de restituer plus facilement cet aspect-là. On avait quand même fait réaliser par un dessinateur qui s'appelle Dominique Charon quelques plans aquarellés, dessins qui avaient été réalisés sous la supervision des différents chercheurs qui étaient intervenus dans cette exposition. Voilà, quelques images de très très belle qualité. Moi, dans mon métier, euh, je me suis mis à utiliser les logiciels 3D, soit pour réaliser des plans de mobilier scénographique, soit pour proposer des hypothèses de restitution sur d'autres expositions, comme par exemple l'exposition La Loire et les Moulins. Là, en l'occurrence, je vous ai mis une image du site des moulins pendus de Chantosso. Euh, le véritable point de départ, c'est en 2018 le don d'une tapisserie par un collectionneur américain, une tapisserie aux armes des Lavrières. Et nous avons donc décidé de réaménager une salle du musée pour présenter cet objet magnifique. Et entre autres, j'avais prévu une borne graphique qui permettrait de visualiser effectivement différentes vues du château à différentes époques. Pour ça, j'utilise des logiciels qui sont des logiciels assez courants, hein. Le logiciel de 3 dimensions, c'est un logiciel d'architecture qui s'appelle SketchUp. Il en existe d'autres, hein. Il y a AutoCAD, Blender, etc. Ils sont assez simples d'utilisation dans le sens où, à partir de formes simples, on peut en faire des élévations et puis petit à petit, on va vers la complexité. C'est quand même assez long hein, pour produire tout un château, évidemment. L'intérêt, c'est qu'on peut se déplacer, zoomer, tourner autour et choisir également le type d'édition. C'est-à-dire qu'on peut produire soit un document en 2 dimensions, soit un document en trois dimensions. Une fois on a son modèle 3D, on le passe dans un logiciel de rendu graphique qui permet euh, d'attribuer des textures et de créer des environnements pour rendre l'image un peu plus réaliste. Donc ce travail est principalement basé sur différentes sources qui sont de plusieurs ordres. Bien évidemment les travaux de recherche, hein, de différents chercheurs qui ont pu travailler sur le château de Châteauneuf, mais également des sources écrites, des textes anciens comme des comptes de travaux, des devis de réparation, des procès-verbaux de visite, des inventaires après décès, dont beaucoup d'ailleurs ont été traduits et exploités par les amis du musée, Nicole Daubin, Yvette Trouillard, Gaston Couillot pour les citer. Donc là, par exemple, je vous montre un devis de charpenterie
pour la réalisation du salon du marquis de Châteauneuf, la rotonde, en 1688. Donc si je vous le lis, devis des ouvrages de charpenterie qu'il convient de faire pour la construction d'un pavillon et salon que Monseigneur le marquis de Châteauneuf fait présentement faire en son château de Châteauneuf. Deuxième paragraphe, faire la charpenterie du bâtiment qui se doit faire entre le grand bâtiment et le salon, où sera fait deux planchers, à savoir celui de la salle à manger et chambre au-dessus. Sera mis deux poutres à chacun qui auront 17 à 18 pouces de grosseur, et ainsi de suite. Donc, c'est des documents qui peuvent être assez précis, qui sont par contre souvent difficiles à déchiffrer. Un autre type de source, c'est évidemment l'iconographie, hein, les images, qui sont de tout ordre, des dessins, des gravures, des peintures, des plans, parfois des photographies pour les périodes les plus récentes. Certains sont en notre possession, d'autres sont conservés dans d'autres institutions françaises, voire même parfois à l'étranger. Alors, une chose qui est importante, c'est il convient d'avoir un regard critique à l'égard de ces images, car si certaines, comme par exemple cette image de Sylvestre Israël en bas à gauche, peuvent être très détaillées, d'autres, comme la gravure de Chastillon en bas à droite, ou celle de Campion en haut au milieu, euh, sont parfois sujettes à caution, hein. Les dessinateurs font parfois des erreurs de perspective. Certains ajoutent ou enlèvent des éléments qui leur semblent disgracieux ou inutiles. Parfois, on corrige des éléments de symétrie. Donc, il faut être très très prudent par rapport au dessin. Le dessin n'est pas toujours un relevé, hein. Et enfin, les dernières sources qu'on peut exploiter pour réaliser des hypothèses de restitution, ce sont évidemment l'existant, c'est-à-dire les restes matériels qui sont encore en place. Euh, alors attention, ça c'est une affaire de spécialistes, hein, parce que lire un bâtiment, savoir interpréter un mur, c'est pas à la portée de tout le monde. Il faut savoir distinguer les époques pour comprendre la chronologie de la construction. Hein, comme je l'ai dit auparavant, un bâtiment c'est une succession d'ajouts, de reprises, de suppressions, de comblements, etc. Et donc on a vite fait de se tromper sur l'aspect que va avoir un bâtiment. Donc on peut partir sur, là comme ici, des plans de géomètres, hein, qui permettent de connaître les emprises. On peut se servir également du travail des archéologues du bâti, qui sont donc des personnes qui sont capables de lire les strates de construction, les chronologies de construction, qui déchiffrent dans les traces d'outils, les typologies de matériaux, etc. Là, par exemple, je vous ai mis un relevé des façades de la mairie de Châteauneuf par Franck Tournadre, qui a travaillé donc sur le château de Châteauneuf. Et là, ce relevé vous montre en fait les différentes étapes, les différentes périodes qu'il a pu identifier dans un premier temps sur les façades. Donc, pour ce qui est visuel, hein. On n'est pas dans du sondage ou de l'archéologie. Ça permet en tout cas déjà d'ébaucher une chronologie de construction. Il y a également les travaux réalisés par les dendrochronologues, donc qui sont des personnes qui font des datations de bois anciens à partir de prélèvements. Et à partir de ces prélèvements, et donc du décompte des cernes et tout un système système comparatif par base de données, on peut déterminer jusqu'à la saison d'abattage d'un arbre. Voilà. Et enfin, les derniers éléments sur lesquels on peut se baser, c'est effectivement moi me déplacer sur site pour faire des mesures, vérifier l'aspect d'un bâtiment ou les matériaux employés, etc. Et également, à titre de comparaison, observer d'autres bâtiments de la même période pour éventuellement faire des restitutions plus précises. Voilà. Donc je vais maintenant aborder plus précisément les hypothèses de restitution et donc l'histoire du château de Châteauneuf. Je rappelle encore une fois que mon travail est un travail de mise en image, un travail de médiation. Je me base sur des travaux qui ont été réalisés par des chercheurs, que je vais citer d'ailleurs, pour leur rendre grâce de leur travail. Il y a Jean Mesqui, qui est un architecte spécialiste de l'architecture militaire du Moyen Âge. Franck Tournadre, donc, qui est archéologue du bâti, qui a travaillé sur le château de Châteauneuf. Cédric Perrault, qui est dendrochronologue, qui a fait les mesures et les datations sur les charpentes de Châteauneuf. Renaud Sorette, qui est un spécialiste du mobilier du XVIIIe siècle. Alexandre Cojano, qui travaille aux Archives nationales, qui a travaillé en particulier sur la rotonde de Châteauneuf. Voilà. Donc, comme je vous l'ai expliqué, toutes les illustrations que vous allez voir sont des hypothèses
que j'ai réalisées et ces hypothèses illustrent l'état actuel de nos connaissances sur le château de Châteauneuf. Ça peut évoluer au fur et à mesure des éventuelles découvertes qui seront faites sur ce site. Donc, Châteauneuf-sur-Loire appartient au domaine royal depuis les premiers rois capétiens. La première mention connue remonte à un acte signé par le roi Philippe Ier, qui est roi de 1060 à 1108, acte signé en 1080 en son palais de Castrum Novum ad Monstreri, ce qui est l'ancien nom du hameau qui préfigurait Châteauneuf. Et Castrum Novum, on le traduit généralement par Château Neuf. Sauf qu'il faut apporter une petite nuance. Un castrum à l'époque, c'est pas forcément un château fort. Un castrum, c'est juste un site fortifié, donc ça peut être un site monastique ou ecclésiastique fortifié, ça peut être un petit village ou une zone commerciale entourée d'une fortification. Donc c'est pas forcément, ça peut être aussi simplement une petite motte castrale, hein, donc qui est un petit donjon en bois entouré d'une palissade et d'un fossé. Donc un castrum, c'est pas forcément un château neuf, c'est pas forcément un château fort. Mais en tout cas, c'est la première mention du château. Mais comme on n'a pas de vestiges, bon, c'est quelque chose qu'on ne peut pas restituer. Voilà. Donc c'est un peu plus tard, un siècle plus tard à peu près, que on a le roi Philippe Auguste qui est le roi à qui on attribue généralement la première transformation du château pour en faire un château fort. Donc Philippe Auguste, il est roi de 1180 à 1223. Il fait 9 séjours à Châteauneuf, hein, ce qui représente à peu près le quart de ses séjours dans l'Orléanais. Donc il est relativement souvent à Châteauneuf. Et il construit un château assez typique qu'on appelle les châteaux philippiens. Donc, je fais un petit aparté sur ce document, qui est un document très important. C'est une gravure du début du XVIIe siècle. Elle a été réalisée par Claude Chastillon, qui est topographe du roi, donc qui suit le roi en fait dans ses conquêtes, en particulier dans le nord de la France, et il réalise des images des différentes places fortes. Et c'est quelqu'un qui va réaliser en fait une grande somme de toutes les villes et places fortes qu'il juge remarquables, qu'il va dessiner. Et on a la chance qu'il ait dessiné Châteauneuf, donc entre 1595 et 1616, date de sa mort, on ne sait pas exactement. Et cette gravure sera éditée en 1646. Elle représente donc le château de Châteauneuf, hein, de face, depuis le sud, depuis la Loire. On voit un château qui est quand même pas mal abîmé, hein. On est après les guerres de religion. Et donc c'est une gravure qui est absolument incontournable dans l'étude de l'histoire du château de Châteauneuf parce qu'elle représente le château à une période charnière. On est entre deux périodes. On est après la période médiévale et on n'est pas encore tout à fait dans la période moderne. Voilà. On voit sur la gauche donc un château médiéval qui est en ruine, des tours éventrées. Et ça, c'est une image quelques années avant que ce vieux château soit complètement détruit et arasé. Donc, Philippe Auguste est un roi qui a une politique très expansionniste. Il lutte contre les grands du royaume, il lutte également contre les Anglais, hein, les Plantagenets, qui sont implantés en France. Et donc, il lance une très très grande campagne de fortification de son royaume. Donc, on construit ou on restaure nombre de forteresses et de châteaux forts. Et il le fait en employant des schémas qui sont très souvent identiques et assez spécifiques, et qu'on appelle, comme je vous l'ai dit, un château de type philippien. Donc, ce sont des châteaux qui sont généralement de plan pentagonal ou hexagonal. On a des tours aux angles des murailles qui sont de section circulaire, ce qui permet d'utiliser moins de pierres et de résister un peu mieux aux armes de destruction qui sont les catapultes, etc. Donc là, on voit bien sur cette image un château de type philippien avec ses tours circulaires. On voit également ce qui ressemble à un reste de grand logis à l'arrière-plan. Et puis sur le côté à gauche, une petite enceinte extérieure, elle-même flanquée de tours circulaires. Donc ça, c'est le château de Philippe Auguste. Donc Jean Mesqui, dans ses différents travaux, a tenté de localiser l'ancienne forteresse médiévale. Et donc il a fait ce dessin de localisation sur le cadastre napoléonien. Pour se situer, on voit bien l'avant-cour du château de Châteauneuf, on voit les fossés secs, on voit la douve en eau du XVIIIe siècle, avec sa forme caractéristique, en M. Et donc en orange, on a l'emprise du château médiéval avec ses tours d'angle circulaires. Dans la partie haute, les deux tours accolées, c'est un petit châtelet d'entrée.
Et en bleu, c'est l'enceinte extérieure, donc on voyait sur la gravure de Claude Chastillon. Donc aujourd'hui, pour vous situer, quand on est près de la mairie, au niveau du péristyle, et qu'on descend le petit escalier qui descend vers la terrasse intermédiaire, quand on est sur cette terrasse, on est dans la cour du château fort. Voilà. On est dans ce qu'on appelait la haute cour. Donc voilà à quoi a pu ressembler le château à l'époque de Philippe Auguste, hein. On voit ce château qui est bâti sur un coteau, euh, au-dessus d'un bras de Loire qui est probablement un bras secondaire, une boire, qui est probablement encore actif à cette époque-là. Donc, c'est-à-dire qu'il se remplit régulièrement dans les périodes de crue, ce qui est un système de défense hein, naturel. Ce château est idéalement situé près d'un grand fleuve, la Loire. On est sur une route, une ancienne voie romaine, la voie Rémy, qui relie Chartres à Bourges. Et on est également au sud de la forêt des Loges, qui est un site de chasse très apprécié des souverains capétiens. Voilà. Donc, comme on voit bien, l'enceinte pentagonale avec ses tours circulaires, on a la petite enceinte extérieure de protection avec des fossés, et j'ai représenté donc le logis, qui est sans doute un logis royal qui permet d'accueillir le roi lors de ses pérégrinations et de ses arrêts à Châteauneuf. Il y a peut-être eu un donjon, mais comme on n'a pas de preuves, je n'en ai pas représenté. Donc tout ce qui reste de ce château philippien, ce sont ces deux tours d'enceinte, donc de l'enceinte extérieure. Donc la première qu'on voit sur la photo de gauche et celle du centre, c'est la tour de la ferme, qui a été pas mal remaniée, qui n'a plus sa couverture, mais qui est bien une tour du XIIIe siècle. Et enfin la deuxième, qui elle est en grande partie démolie, on n'a plus que un demi, moitié extérieure de cette tour, mais on voit bien sont encore bien visibles les archères. Il y en a deux. Cette tour qu'on appelait le colombier, hein. Voilà. Donc ça, ce sont deux tours de l'enceinte philippienne. Alors, on fait un bond ensuite de grosse cinquantaine d'années, un demi-siècle. On se retrouve à l'époque de Philippe le Bel. Donc, Philippe le Bel, il est roi de 1285 à 1314. Il fait près de 22 séjours à Châteauneuf. Encore une fois, un quart de ses séjours dans la région orléanaise sont à Châteauneuf. Et Châteauneuf fait partie de ses châteaux préférés avec Montargis hein, dans la région. Et on sait par de nombreux actes et archives qu'il a initié de nombreux travaux à Châteauneuf. Donc dès 1285, il y a de nombreux travaux d'entretien et de remise en état qui sont lancés, hein. On répare des maisons, on norme la chapelle Saint-Jean-Baptiste et Saint-Louis. Et il y a également une deuxième phase de travaux, un peu plus important encore, entre 1296 et 1305, qui sont recensés. Et on sait même qu'il fait l'acquisition de plus de 26 maisons du village pour agrandir l'emprise de son château. Alors, encore une fois, la localisation réalisée par Jean Mesqui. On voit bien notre enceinte médiévale philippienne en orange. Et Jean Mesqui a réalisé deux grands bâtiments, un à l'intérieur de l'enceinte, un autre qui est accolé au sud-est de l'enceinte, mais à l'extérieur, et enfin un drôle de bâtiment hexagonal là, qui s'appelle la Fontaine de Dédale. Donc sur notre gravure de Claude Chastillon, euh, j'ai colorisé en violet les ajouts de Philippe le Bel. Donc à l'arrière-plan, derrière l'enceinte, on devine une grande salle très haute avec une petite chapelle accolée. Au sud-est, donc ce logis, un corps de logis, hein, que j'ai colorisé en rose parce que on a des doutes sur la datation. On a une grande terrasse qui est soutenue par un mur avec de très nombreux contreforts. Et puis au pied des jardins avec ce bâtiment hexagonal là, très curieux dans les jardins. Donc voilà la restitution du château à l'époque de Philippe le Bel en 1314, hein, date de sa mort. Donc on voit bien le plan de l'ancien château fort avec le logis royal et cette grande salle qui a été rajoutée à l'intérieur. Ce petit logis qui sort en extension vers le sud-est, au-dessus d'une terrasse d'un jardin privatif. Lui-même au-dessus des jardins qui sont dans le Val.
Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au XIVe siècle, les murailles commencent à être percées de fenêtres, hein. C'est-à-dire que c'est une époque où l'aspect résidentiel commence à prendre le dessus sur l'aspect défensif. Donc on n'hésite plus à faire des fenêtres à meneaux et des ouvertures, même dans les murailles, même si c'est contradictoire avec l'aspect défensif du site. Donc je vais vous décrire ce site, en particulier en m'attardant sur trois bâtiments principaux, qui sont un, la grande salle royale, deux, le nouveau logis, et enfin la fontaine de Dédale. Alors, en 2010, dans le cadre de l'exposition, des recherches ont été financées par les Amis du Musée, la ville et la DRAC Centre, en particulier des recherches en archéologie du bâti et des recherches dendrochronologie. Et ces recherches ont révélé des informations extraordinaires, c'est que des datations de la charpente de la charpente de la mairie, ont permis d'identifier une grande salle royale de la toute fin du XIIIe siècle. Le dendrochronologue, en fait, en se déplaçant dans les charpentes, s'est rendu compte qu'il y avait des poutres qui avaient été réemployées, des poutres de type médiéval. Et donc cette salle, enfin, ce bâtiment de la mairie qu'on pensait construit au XVIIe siècle, en fait, se révèle beaucoup plus ancien. Et l'étude chronologique a prouvé que les bois avaient été coupés à l'automne 1291, ainsi qu'une partie des poutres du plancher bas, donc du rez-de-chaussée. Et donc cette homogénéité de construction prouve bien qu'on a eu affaire à une mise en œuvre très rapide, très coûteuse, qui d'ailleurs a été en partie confirmée par les rares pièces comptables de l'époque, puisqu'on sait que si cette grande salle a été construite a priori au cours de l'année 1292, le roi fait sa première visite à Châteauneuf en janvier 1293. Donc c'est en quelque sorte la remise des travaux. Ce qui est remarquable, c'est que donc voilà, ça ce sont les diagrammes de recherche du dendrochronologue qui nous montrent qu'il a trois bois qui sont ici avec les écorces. Donc ça veut dire que les datations sont à ce moment-là très précises. C'est ces trois bois, ces trois prélèvements qui ont permis de dater la grande salle de 1291. Donc les grandes salles sont connues hein, dans l'histoire architecturale française, mais il y en a très peu qui sont encore en bon état et encore moins qui sont debout. Donc on peut citer Blois, Provins, ainsi que le château de Châtillon-sur-Indre, mais Châtillon c'est un logis, hein, c'est pas une grande salle. Ce qui est intéressant également, c'est que on ne connaissait pour Philippe le Bel qu'une seule grande salle, hein, c'était la grande salle du Palais de la Cité à Paris qu'il avait fait construire. Donc là, on vient de découvrir qu'il avait fait construire également une deuxième grande salle à Châteauneuf. Ça ouvre également des perspectives sur d'autres grandes salles, en particulier celle de Montargis, qu'on pensait plus précoce, mais qui pourrait du coup potentiellement être considérée comme construite par Philippe le Bel. Donc voilà, cette grande salle, à quoi elle pouvait ressembler. Une grande salle, c'est une salle de prestige, hein, donc c'est une salle qui est destinée à l'apparat, aux réceptions. Elle sert vraiment à impressionner, à montrer la puissance du Seigneur. Donc c'est une grande salle surélevée qui fait 31 mètres de long sur 11 de large. Elle est au-dessus d'un rez-de-chaussée qui est à destination domestique. Ce rez-de-chaussée est en lui-même au-dessus d'un réseau de caves. Donc les grandes salles étaient toujours à l'étage supérieur, car c'était l'étage dit noble. Voilà. Donc, les murs sont de très forte épaisseur, hein, plus d'un mètre 30. Ils sont en pierre calcaire du Nivernais, des carrières d'Apremont sur Cher. Ils utilisent également un peu de pierre de Beauce, qui est une pierre calcaire, mais de couleur grise. Ces murs sont soutenus par des contreforts. On a deux grandes cheminées attestées, une sur le pignon nord et une sur le mur Goutreau. Donc, le mur Goutreau, pour rappel, c'est le mur qui porte la gouttière. Voilà. Et il y avait éventuellement une cheminée sur le mur sud, parce qu'elle est représentée sur la gravure de Chastillon, mais ce pignon ayant été détruit au XVIIe siècle, on n'a pas de trace. Les murs donc Goutreau sont percés de grandes fenêtres, hein, des grandes baies monumentales, qu'on appelle des baies à meneaux. Donc le meneau, c'est la grande barre verticale en pierre qui sépare une fenêtre, et double traverse, donc les traverses, ce sont ces barres de pierre qui séparent horizontalement les fenêtres. Donc on sait que ces fenêtres avaient un meneau parce que on a retrouvé sur les fenêtres qu'on peut voir encore aujourd'hui ce petit élément triangulaire, prismatique,
qui est en fait le départ du meneau qui a été scié, hein, tout simplement, au XVIIe siècle quand ils ont refait les fenêtres. Donc ce reliquat, en fait, est bien l'attestation qu'il y avait un meneau qui descendait de ces fenêtres. Les bandes grises qu'on peut voir juste en dessous, en fait, qui ont été comblées avec du ciment, ce sont en fait des traces de rainurage qui servaient à recevoir les cadres en bois des fenêtres, des fenestrages. Donc, on pense que ces fenêtres étaient probablement surmontées d'un réseau quadrilobé, quatre lobes, hein, comme un trèfle. Euh, je vous ai mis une image du château, donc du logis royal de Châtillon-sur-Indre, où on voit ce type de fenêtre, donc, quadrilobé. L'emploi de ces fenêtres à Châteauneuf, c'est intéressant parce que ces fenêtres, on sait qu'elles ont été employées plus tard dans des grands châteaux royaux comme Loches, comme Vincennes, mais Châteauneuf, semble-t-il, est la première préfiguration de l'emploi de ces grandes fenêtres à double traverse. Châteauneuf est un peu un précurseur dans l'emploi de ces fenestrages. Cette grande salle, on accédait à l'étage donc par un grand escalier que j'ai dessiné ici, côté sud. Il est probablement il permet probablement de rentrer sur le pignon sud et non pas au milieu de la façade comme ça arrivait par exemple à Montargis, parce qu'on n'a pas de traces d'emprise d'escalier sur la façade et on a quelques éléments qui nous amènent à penser qu'effectivement il était sur le pignon sud parce que sur des dessins du XVIIe siècle, on voit qu'il y a une porte à cet endroit-là et dans un rapport de visite de 1678, on mentionne le grand escalier en pierre de taille qui relie le château à la terrasse. Donc ces escaliers, on appelle ça des grands degrés, comme celui que je vous ai représenté ici, qui est le grand degré du Palais de la Cité, hein, donc l'autre grande salle royale réalisée par Philippe le Bel. Donc le texte descriptif exactement de 1678, c'est à côté des caves et la continuation du dit grand escalier de pierre de taille, servant à descendre du dit château à la terrasse jardin. Certains de ces escaliers étaient couverts de charpentes hein, et de toitures pour protéger des intempéries. Quand on se promène sur la terrasse, on reconnaît quand même bien l'aspect de cette grande salle hein, dans les façades pourtant modernes aujourd'hui de la mairie. Donc, on va commencer par le bas. Comme je vous l'ai dit, la grande salle est située sur un réseau de caves qui a été daté lui aussi de 1292. Donc, il est situé sous la grande salle. Il court sur environ à peu près deux tiers de sa longueur. Il est possible qu'il court un peu plus loin, mais on ne le sait pas parce qu'il y a une partie qui est murée au XVIIe siècle. Et cette cave est distribuée, donc ce sont des 14 loges qui sont distribuées par paire le long d'un grand couloir central. On a dans la dernière loge, située au nord, à l'angle nord de la grande salle, une entrée primitive, donc qui était l'entrée médiévale. Et plus tard, au XVIIe siècle, on fera un percement pour réaliser une entrée par l'intérieur du château, de la grande salle. Donc voilà à quoi ressemblent les caves aujourd'hui. On a un appareillage en pierre calcaire d'Apremont, hein, encore une fois. Je précise que la pierre d'Apremont, c'est une pierre qui normalement est réservée à la sculpture, hein. Donc ça prouve bien qu'on a affaire à un chantier qui un chantier très riche, initié par un personnage très puissant. Et donc, il y a vraiment, même dans un lieu souterrain qui n'est dévolu qu'à du stockage, on sent qu'il y a un besoin, une volonté de montrer la puissance et le prestige du propriétaire. Les joints sont vraiment de très belles factures. On a des chanfreins, donc sans ostentation, mais on a quand même une volonté que les choses soient belles, hein, bien réalisées. Donc, on a des chanfreins, par exemple, sur les arcs, des cellules, ou sur les dosserets. Et puis, on a également des traces d'outils qui sont très visibles, donc ce sont des traces de bretture. Donc, la bretture, en fait, c'est un petit marteau avec des dents qu'on frappe sur la pierre pour l'aplanir et lui donner une espèce d'effet de peau, de relief. Et donc, c'est un outil qui est très utilisé au XIIIe et XIVe siècle. C'est ce qui permet, entre autres, de dater ces caves de la fin du XIIIe siècle. Donc, les caves étaient un lieu de stockage, hein, donc quand même de grande taille, parce qu'il fallait pouvoir faire rentrer des barriques de vin, et stocker suffisamment de nourriture pour un château fort, donc c'était quand même quelque chose d'assez conséquent.
Donc là, tel que je l'ai représenté, on est au pied de l'escalier du XVIIe siècle, hein. Mais l'escalier primitif, il est toujours visible. Donc en fait, au XVIIe siècle, cette ouverture a été comblée, hein. On voit là une trace de mur de comblement qui a été lui-même détruit probablement au XXe siècle. On ne sait pas vraiment. Et ce qui a donc permis de révéler l'ancienne porte. Donc on devine sur la photo de gauche la feuillure, hein, qui recevait le ventail en bois, donc la porte en bois qui fermait la cave. Et quand on se glisse à l'extérieur, on peut voir euh, l'encadrement chanfreiné et le tympan monolithe, surmonté d'un arc surbaissé, qui était donc visible de l'extérieur de. Et donc on accédait probablement à cette porte et à ces caves donc par un escalier qui était lui-même dans la cour du château. Voilà. Donc ces caves sont vraiment un élément intéressant parce que c'est vraiment le seul ensemble monumental qui est encore visible de l'époque de Philippe le Bel. Tout le reste, ce sont des éléments disparates. Donc là, on a vraiment un bel ensemble monumental qui est encore en place. Donc, si on monte d'un niveau, on se retrouve donc dans le niveau intermédiaire, le rez-de-chaussée, qui est un niveau à destination domestique, donc qui recevait les gens du seigneur. Donc les gens, ça peut aussi bien être ses collaborateurs, les gardes, les serviteurs, les cuisiniers, etc. Donc cette salle est appelée salle des gardes depuis le XVIIe siècle. C'est un grand niveau qui est divisé en 4 pièces par des murs de refend qui ont été réalisés au XVIIe siècle. Il est encore couvert d'un plancher et une partie de ce plancher est encore le plancher d'origine, hein, donc comme je vous l'expliquais, du fin XIIIe siècle. On voit que ce plancher est constitué de solives qui sont elles-mêmes reposées sur deux grandes poutres maîtresses de très forte section, hein, 45 cm de côté, sur une portée de 11 mètres de large. Donc, la portée étant extrêmement importante, elles étaient soutenues chacune par deux colonnes en pierre qui étaient dotées d'une base moulurée et d'un chapiteau. Alors l'un de forme circulaire et de l'autre une forme hexagonale. Donc ce sont des colonnes qui sont assez typiques, hein, de l'époque, fin 13e, 14e. On peut voir par exemple celle du réfectoire, donc il y a aussi une salle de restauration, de l'abbaye de Morlaix, hein, dans le Cher. On voit que c'est le même type de colonnade. Et ces colonnes, en fait, n'étaient pas dépourvues de décor, hein, puisque on peut voir que celle-ci, sur la droite, porte encore des traces de peinture, une peinture rouge. Voilà. Alors, les décors, en fait, ne se limitaient pas aux chapiteaux. Euh, j'ai découvert en octobre 2024 d'autres décors. C'est-à-dire qu'en me rendant sur place pour faire des photos des chapiteaux, c'était un jour d'hiver, donc avec une lumière très grise, très rasante, et je me suis rendu compte que la poutre qui était juste au-dessus du chapiteau, donc, semblait porter des traces blanchâtres. Et petit à petit, en modifiant la lumière, en prenant des photos et en faisant jouer des contrastes, je me suis rendu compte qu'en fait, ce n'était pas des traces, c'était un motif très régulier qui se répétait, un motif en quinconce. Et donc, même si aujourd'hui ce n'est plus qu'un fantôme de peinture, je me suis rendu compte qu'on avait un motif peint sur ces poutres. Et ce motif, en fait, ce sont des fleurs de lys. Voilà. C'est un motif qui était très souvent employé dans les demeures princières. Mais c'est quand même une découverte quand même remarquable et inattendue. Ça vient en fait s'ajouter voilà, à la liste des rares plafonds peints du 13e, 14e connus. C'était très intéressant. Ce qui m'a permis de compléter ma restitution de la grande salle, donc que j'ai représentée comme une grande salle d'un seul tenant, parce que la présence des colonnes justifie qu'il n'y ait pas eu de mur de refend, donc qui séparait cette grande salle en plusieurs pièces. Et puis les volumes sont les mêmes que ceux des grandes salles basses connues, hein, dans les châteaux comme la grande salle du Palais de la Cité ou la grande salle de Montargis ou même celle de Blois, qui sont exactement de la même conformation. Donc cette grande salle était éclairée par des ouvertures étroites, ce qu'on appelle des trous de jour, des ouvertures étroites et plongeantes, qui permettaient d'apporter un petit peu de lumière dans ces milieux très fermés. Et on a également une grande cheminée qui est encore visible aujourd'hui dans le pignon nord, qui servait probablement à chauffer la pièce, qui a eu peut-être un usage pour une cuisine, mais
C'est assez difficile de savoir parce que souvent à l'époque, les cuisines étaient plutôt à l'extérieur des- des grands bâtiments. Mais au XVIIe siècle, on sait que c'était une cuisine. En tout cas, c'est une pièce qui servait de toute façon probablement au réfectoire, peut-être au couchage des gardes. C'est une grande salle commune. Voilà. Donc, j'ai peint également donc les poutres avec ce motif de fleurs de lys et les chapiteaux en rouge. Donc, ça, ce sont des couleurs qui sont attestées hein, par l'archéologie. Et donc, on va enfin rejoindre la grande salle à l'étage, donc l'étage noble. Donc, on a bien une grande salle surélevée avec une charpente apparente, lambrissée en berceau, qui monte à plus de 13 mètres de hauteur. Donc, elle est constituée des fermes principales qui sont visibles et puis des fermes secondaires qui sont, elles, cachées par la voûte en berceau. Donc ces fermes sont constituées d'un entrée, une grande poutre horizontale qui relie les deux murs gouttereaux, qui est lui-même soutenu en son milieu par une autre petite poutre qu'on appelle un poinçon. Et ces poutres sont décorées, c'est-à-dire qu'elles sont chanfrenées, elles ont des congés, et elles sont également peintes, puisque Cédric Perrault en fait, a relevé des traces de peinture rouge. C'est pour ça que j'ai représenté ces entrées peints en rouge. Donc, voilà un exemple de ce type de charpente. Là, il s'agit en l'occurrence de la chapelle du château de Beaugency, mais ça montre bien à quoi ça ressemblait à l'époque. Et d'ailleurs, je vous ai mis une photo de l'entrée donc médiévale qui a été retrouvée dans les charpentes. On voit bien qu'on a la même conformation, hein, les chanfreins sur les bords et puis le congé qui permet de rejoindre en fait, la section quadrangulaire de la poutre qui repose sur le mur goutreau. Donc, voici une image une coupe de la grande salle royale de Montargis, réalisée en 1570, encore une fois, par Androuet du Cerceau. Et on voit bien la salle basse hein, au rez-de-chaussée, soutenue par des colonnades, et au-dessus la salle noble, la grande salle, avec ses cheminées et ses grandes baies. Et on voit la voûte en berceau, donc avec son lambris, qui était peint, voilà, peint d'un motif. Donc je n'ai pas réalisé de motif parce que Châteauneuf, je ne le connais pas, je n'ai pas de trace de cette voûte. On voit que les pignons, les murs pignons étaient peints de blasons et de frises. C'était probablement le cas également à Châteauneuf. On pense que les murs pignons étaient peints d'une couleur jaune, puisqu'on a retrouvé des traces d'enduit et les plus anciens étaient de couleur jaune. À l'époque médiévale, très souvent, les murs étaient peints en jaune et on faisait des dessins de fausses tapisseries, de fausses tentures dessus. Et donc, pour ce qui est de la peinture des murs, j'ai fait une restitution avec des motifs en fleurs de lys, puisque j'ai considéré que, ayant des fleurs de lys sur la salle basse, donc une salle commune, il y en avait probablement sur les murs de la salle noble, d'autant plus que on sait que la grande salle royale du Palais de la Cité à Paris, on a des dessins qui ont été réalisés au XIXe siècle avant qu'elle soit complètement détruite, et on voit que les murs étaient peints de motifs de fleurs de lys. Voilà. Les entrefenêtres, donc les embrasures, sont peintes en rouge parce qu'on a également des traces de peinture rouge qui sont encore visibles aujourd'hui. Si vous rendez à l'extérieur et que vous observez les fenêtres, vous verrez qu'il y a des traces de peinture rouge le long des, euh, des montants des fenêtres modernes. Enfin, j'ai également représenté des coups-sièges. Donc les coups-sièges, ce sont ces espèces de banquettes en pierre qui sont prises dans les embrasures des fenêtres et qui permettaient de profiter un peu de la lumière naturelle. Voilà. Là, celle que vous voyez, c'est une image du coups-siège au château de Main-sur-Loire, qui est un ancien château qui a été construit aussi au XIIIe siècle et au XIVe siècle. Voilà pour la grande salle. Alors, je vais passer ensuite au logis. Donc, ce logis que l'on voit sur la gravure de Chastillon, qui est représenté au sud-est de l'enceinte médiévale, sur une terrasse. Donc, on devine qu'il y a quand même deux périodes de construction hein, dans ce grand bâtiment. Une première période, donc à gauche, peinte coloriée en rose, avec un style assez austère, et puis des cheminées en applique en extérieur sur les façades, et une deuxième partie qui semble beaucoup plus, on va dire, moderne. Alors, ce bâtiment, il est difficile à dater parce que les caves qui se situent en dessous, l'archéologue du bâti les estime entre la fin du XIIIe et la fin du XIVe siècle, mais sans plus de précision. On ne sait pas exactement
quand ont été construits ces câbles et donc quand a été construit le bâtiment juste au-dessus. Donc, les hypothèses retenues sont que ce logis ait pu être construit au plus tôt par Philippe le Bel, euh, à la suite de la Grande Salle, hein, au début du XIVe siècle, pour accueillir sa cour, qui était en pleine expansion à l'époque. Peut-être par un autre roi ou une autre reine qui aurait vécu au cours du XIVe siècle, à Châteauneuf. Et enfin, en dernière hypothèse, euh, il aurait pu être construit par le duc d'Orléans, Louis d'Orléans, à la toute fin du XIVe siècle, pardon. Mais ça semble peu probable. Alors moi, ce qui me fait pencher donc pour l'attribution au roi Philippe le Bel, c'est la similarité entre ce logis royal et un autre logis de la même époque que je vais vous présenter, qui est le logis royal de Châtillon-sur-Indre. Donc, c'est dans la région de Loches. En 1274, Philippe III, donc le père de Philippe le Bel, hein, donne Châtillon-sur-Indre à un de ses favoris, Pierre de la Brosse, qui entreprend immédiatement la construction d'un magnifique logis royal, que l'on voit ici sur la gauche, avec ses grandes baies. Et donc, il fait détruire une muraille, et à la place, il fait construire ce logis et ses bâtiments, et petits bâtiments attenants, euh, ainsi qu'une immense terrasse qui est construite en avant de ce bâtiment. Les sondages qui ont été réalisés par les archéologues ont démontré que la terrasse n'avait aucun élément défensif, voilà, et que c'était vraiment strictement une terrasse paysagère, une terrasse d'agrément. Donc on est vraiment dans un côté récréatif de cette terrasse qui fait office de jardin au logis royal. En 1278, Pierre de la Brosse tombe en disgrâce, il est exécuté et le domaine retombe dans l'escarcelle du roi, qui fait construire également une petite chapelle adossée euh, au pignon nord du logis royal. Alors, ce château, il est très intéressant dans le sens où on peut aisément le comparer à celui qu'on connaît à Châteauneuf, puisqu'on a effectivement un logis qui est lui-même avec une petite chapelle adossée et cette terrasse avec de très grands contreforts qui viennent la soutenir au-dessus d'un bras de rivière. Voilà. Pour moi, il est quand même fort probable que le logis de Châtillon-sur-Indre a servi de modèle à Châteauneuf, qui a été construit, on va dire, une quinzaine ou une vingtaine d'années plus tard. Leur filiation semble quand même assez évidente et elle a été soulignée par les archéologues du bâti. Donc, pour le décrire, on a donc ce logis sur 2 niveaux qui s'étend au-dessus d'une terrasse qui a été aménagée en jardin, qui est lui-même soutenu par un grand mur de soutènement, puisqu'on a retravaillé le coteau naturel. Grand mur soutenu par des contreforts très imposants, et qui est lui-même au-dessus de cet ancien bras de Loire dont je parlais, qui a probablement été canalisé à l'époque. On sait également qu'il y avait une galerie de promenade qui courait tout le long du mur de soutènement et qui permettait d'observer les deux jardins, hein, côté logis et puis côté Loire. Je vais maintenant m'arrêter à la fameuse fontaine de Dédale. Donc ça, cette construction énigmatique qu'on voit représentée ici sur une gravure du XVIIe siècle par Claude Chastillon. Ce bâtiment était suffisamment remarquable et énigmatique pour qu'il lui dédie une gravure juste pour lui. Il l'a décrit comme tel, hein, les vestiges remarquables d'un ancien bain qui se voit à présent à Châteauneuf. Donc cette construction, elle a été identifiée par Jean Mesqui dans les comptes de travaux du duc d'Orléans. Et selon lui, elle est attestée dès 1407 sous le nom de fontaine de Dédalus. Le duc ordonne alors de la faire réparer. On pose de nouveaux tuyaux aux fontaines, on fait réparer les combles, on remplace les ardoises, etc. Je vous cite le document. Héliot Petinet, couvreur, doit rechercher des ardoises et doit muer en la couverture du comble de la fontaine du Didaluse qui est au jardin du dit Châteauneuf. Donc cette fontaine, toute porte à croire qu'elle a été créée non pas par le duc d'Orléans, mais bien avant par Philippe le Bel. Les rois et les princes, à la fin du XIIIe siècle, adoraient garnir leur jardin de folies, hein, de jeux d'eau, de grottes, d'éléments architecturaux comme ça. Et donc là, il s'agit d'un véritable petit château, hein, de forme octogonale, pardon, flanqué de 8 tourelles,
qui était peut-être couvert, autant que laisse imaginer les comptes de travaux du duc d'Orléans, hein, un siècle plus tard, qui était percé de baies qui permettaient d'éclairer l'intérieur. C'est un bâtiment qui était quand même relativement sophistiqué, hein. On a une douve en eau tout autour, et on sait qu'il était monté sur des caves, puisqu'en 1407, on fait réparer les clés, les portes des caves de la fontaine de Dédale. Voilà. Alors, on ne connaît pas exactement sa fonction. L'interprétation de Chastillon comme étant des bains, ça, c'est une interprétation a posteriori par quelqu'un qui ne connaissait pas forcément l'usage. On pense que c'était une galerie couverte qui était probablement chauffée, euh, puisqu'on voit des imposes de cheminées et puis, sur le dessin de Chastillon. Et au centre se trouvait une fontaine, donc la fameuse fontaine de Dédale. Euh, et d'ailleurs, ce bâtiment est encore visible au début du XVIIe et disparaît vers 1650 parce que il n'est plus représenté sur le dessin d'Israël Sylvestre en 1750. Voilà. Donc, on va passer au propriétaire suivant, au grand propriétaire, qui est Louis d'Orléans, duc d'Orléans. Louis, donc, qui est frère du roi, Charles VI, reçoit en 1392 le château de Châteauneuf en apanage. Donc, l'apanage, c'est un don d'un bien du royaume, un des grands du royaume. Et le duc d'Orléans, c'est un duc qui est très puissant et surtout très ambitieux, qui est en plus en conflit avec les Bourguignons, hein, dans le cadre de la guerre de Cent Ans, avec son oncle. Euh, et donc, il lance de grands travaux dans tous ses châteaux, et en particulier à Châteauneuf. Et on a de nombreux documents qui attestent de tous ces travaux. Par exemple, voici le compte de travaux et réparation des bâtiments du duché d'Orléans, qui est un magnifique document daté de 1406-1407 qui est conservé aux archives départementales du Loiret et qui est en fait le cahier dans lequel le trésorier du duc recense tous les paiements faits à des artisans en décrivant les travaux pour lesquels ils ont été rémunérés. Donc là, en l'occurrence, par exemple, pour le premier paragraphe, on voit qu'il s'agit de réparations faites à la grande salle du Chastel de Châteauneuf pour œuvres de maçonnerie. Donc, euh, on voit colorisé en vert, les apports du duc d'Orléans au château de Châteauneuf. On est bien sur un périmètre qui se situe principalement à l'est, hein. Donc, voilà l'aspect du château à l'époque du duc d'Orléans. 1406, c'est juste avant sa mort. Donc, dès 1394, le duc fait faire des devis de réparation de ce qui est à réparer ou entretenir à Châteauneuf. On sait qu'en 1394, toutes les treilles et les tonnelles des jardins sont refaites. Je cite, Savoir faisant que Simon Bélier, jardinier des jardins du Châteauneuf, refait tout à neuf la plus grande partie des treilles et tonnelles d'icieux jardins. En 1396, un huissier, donc c'est un artisan qui fabrique des portes ou des fenêtres, livre des portes et des fenêtres pour les nouveaux édifices qui ont été créés par le duc. Donc on sait que le duc fait réaliser de nouveaux édifices, de nouveaux bâtiments. Et on sait même à travers tous ces comptes de travaux, on connaît même le nom des tours, qui étaient les tours de l'enceinte médiévale. Donc on avait la tour proche de la grande cuisine, la tour proche du four, la tour du Saint et la tour du Dragon. Et on apprend également l'existence d'une terrasse de l'horloge. Alors, faut-il y voir un rapport avec le pavillon de l'horloge, hein, qui arrivera beaucoup plus tard, au XVIIIe siècle. C'est intéressant en tout cas de se poser la question. Et donc je cite, Jean Compin a employé 4 livres de plomb, tant à faire la terrasse de l'horloge du Chastel que la couverture d'Issel horloge. Thomas Rogeret a fait l'horloge de Châteauneuf, à savoir les mouvements et les roues, excepté la cloche, et que tout a été parfait au contentement de la duchesse. Donc, comme évoqué auparavant, cette deuxième partie du logis, à mon avis, été réalisée par Louis, duc d'Orléans. Je pense que c'est là les nouveaux édifices dont il parle dans ce compte de travaux, et qui sont donc un prolongement du logis royal vers l'est, dans ce périmètre qui va beaucoup remanier. On voit que le logis est surmonté de lucarnes flamandes et qu'on a ces petits cabinets en saillie, hein, sur la façade, qui étaient sans doute des lieux de travail ou des lieux pour permettre au duc de se retirer. Voilà une image du logis des gouverneurs du château de Tours qui montre voilà, à quoi pouvait ressembler ce genre de logis début XVe siècle.
On sait également qu'en mai 1404, le duc fait détruire la galerie, donc qui était sur le mur de soutènement, et qui fait rehausser ce mur d'environ 2 mètres et qui le fait créneler. Euh, je cite, nous mandons que la galerie étant sur notre jardin de Châteauneuf-sur-Loire, faisant clôture d'un côté en notre jardin et notre hôtel, vous faites tantôt abattre et démolir, et faites mettre la matière à part. Faites faire un mur crénelé de 7 pieds de haut. Il fait également construire une grande tour donjon, qu'on voit devant nous, qui s'appelle la Grosse Tour. Les travaux avaient été commencés en 1394, puis stoppés sans doute faute d'argent, et sans doute parce qu'ils se consacraient à d'autres châteaux, comme Pierrefonds ou La Ferté-Milon. Mais en 1405, donc, il demande à Bernard Vincent, je cite, de parachever une grosse tour ronde qui est encomenciée à faire au Chastel. Cette tour est donc haute de 3 étages, à peu près 10 mètres, qui sont reliés par un escalier extérieur à vis. Et cette tour est raccordée au logis par une galerie couverte, hein, qui surmonte en fait la muraille et qui est couverte d'un toit. Je vous mets voilà, une image du château de Sully où on voit une grande tour qui devait être à peu près l'équivalent de cette tour de Châteauneuf. Et on voit sur sa gauche une petite galerie qui court le long de la façade du logis, qui est assez semblable à ce que devait être la galerie de Châteauneuf. Cette grande tour, en fait, c'est une tour vraiment à vocation militaire. Elle a pour but de protéger le logis sur toute sa partie est. Faut pas oublier que les Bourguignons viennent de l'est et que l'aspect défensif à cette époque a vraiment repris le dessus sur l'aspect résidentiel. D'ailleurs, à raison, puisque en 1407, les Bourguignons finiront par faire assassiner le duc d'Orléans. On sait également qu'en 1407, à sa mort, on est en train de refaire les couvertures des tours qui encadrent le châtelet d'entrée. Des flèches de fer sont ajoutées en haut des tours pour porter la bannière du duc. Et on a même donc là, je vous ai mis une image du châtelet d'entrée du château de Sully, hein, pour que vous voyez un peu l'aspect que ça pouvait avoir. On a deux grandes tours assez élancées, hein, qui encadrent une porte. Et au-dessus de la porte, on fait également construire un our en bois, donc qui est une construction en bois, construction défensive qui permet de protéger la porte qui est juste en dessous. Voilà. Donc là, je vous ai mis une petite image d'un our au-dessus de l'entrée du château de Murol, Massif central. Un autre élément intéressant, c'est la fontaine. Ça, c'est un élément qui n'est pas très connu, parce il est dissimulé, il n'est pas accessible ni visible au public. Et donc cette fontaine, c'est une grande fontaine médiévale, hein, d'époque gothique, qui a été préservée à l'époque moderne parce qu'elle était incluse en fait dans la terrasse qui était construite à cette époque-là. Et donc elle se situe à l'angle nord de la grande salle royale. C'est une fontaine semi-enterrée, hein, elle est pratiquement à 3,50 m sous le niveau de la haute cour. Et cette fontaine alimentait tout le château à l'époque médiévale. On voit bien qu'on a un bassin de pierre, hein, qui récupère l'eau d'une source qui court sous le plateau et qu'il est ce bassin surmonté d'un grand arc brisé de près de 3,50 m de haut. On note que l'arc est doté d'un chanfrein sur tout son tour, ce qui rappelle quand même la facture des caves, hein, du château. Donc il y a très peu de fontaines de ce type qui restent en France. Voilà une image de la fontaine des Dames à Rions, en Gironde, qui est datée de la même période. On voit à peu près la même conformation, hein. Sous une muraille, on a creusé un bassin qui est surmonté d'un grand arc brisé qui abrite la fontaine. Voilà. Donc, j'ai fait une restitution de cette fontaine et on pense que il y avait un accès commun entre donc cette fontaine enterrée et la porte des caves, qui est à peu près située au même endroit. Donc j'ai restitué en faisant cette proposition, c'est-à-dire une fosse avec un escalier qui permet d'accéder et à la fontaine et à la porte des caves. Donc là, on est à l'angle nord de la grande salle royale, dans la haute cour du château médiéval. Alors, je fais une petite parenthèse pour signaler qu'on continue à faire des découvertes, hein, au château de Châteauneuf, aujourd'hui encore. Je vous ai parlé des fleurs de lys, hein, des peintures qui ont été retrouvées il y a quelques mois seulement sur les poutres de la grande salle basse. Et il y a quelques jours de ça, j'ai découvert quelque chose d'assez exceptionnel, c'est-à-dire que au cours d'une vente aux enchères qu'on m'a signalé, qu'un ami du musée m'a signalé, qui avait eu lieu au château de Sancerre il y a 1 an et demi à peu près,
une carte en parchemin a été vendue. Et donc, en faisant des recherches sur cette carte, j'ai découvert qu'elle représentait en fait la Loire, et tous les châteaux situés le long de la Loire, entre Roanne et Blois. Et entre autres, on retrouve une représentation très réaliste du château de Châteauneuf-sur-Loire. Voilà. Donc, château de Châteauneuf-sur-Loire, qui est surmonté donc de la bannière du duc d'Orléans. On voit également l'abbaye de Saint-Benoît avec son enceinte médiévale, la rivière de la Bonnée. Donc là, on est sûr qu'il s'agit bien de Châteauneuf-sur-Loire. J'ai pu dater cette carte de la période 1458-1482. Donc on est à la enfin, dans la deuxième moitié du XVe siècle, donc à l'époque des ducs d'Orléans, Louis II et Charles d'Orléans. Voilà. Et on voit bien hein, cette représentation qui est quand même assez réaliste du château de Châteauneuf. Ce qui est, donc on voit la grosse tour qui est à l'arrière-plan, on voit la façade percée de ces fameuses fenêtres côté jardin. Et ici, au premier plan, on devine les toits de ce qui est la grande salle royale. C'est une vue depuis le nord. Ce qui est très intéressant, c'est que, en fait, cette carte, c'est déjà la plus ancienne représentation de Châteauneuf que l'on connaisse, hein. Avant, on avait le dessin de Chastillon qui datait de 1600. Là, on est pratiquement à 1460. C'est 150 ans plus tôt. Ça, c'est remarquable. Et puis surtout, ça démontre que les hypothèses faites par les chercheurs sur l'aspect que pouvait avoir le château, il faut rappeler on partait du dessin de Chastillon, hein, qui est un dessin du XVIIe siècle, qui représente une ruine, qu'on n'a plus trop d'éléments archéologiques qui permettent de valider. Et là, cette carte du XVe siècle vient corroborer toutes les hypothèses qui ont été faites par les chercheurs comme Jean Mesky. Et ça, du coup, c'est remarquable parce que ça démontre que leur travail avait raison. Voilà, qu'ils avaient raison dans leur représentation de Châteauneuf. Voilà, donc on fait encore des découvertes assez exceptionnelles sur ce château. Je pense qu'il y en a encore d'autres à venir. Voilà, donc j'en ai fini pour la période médiévale. On va rentrer enfin sur la période moderne. Donc là, on a donc notre représentation de Chastillon qui représente le château tout début XVIIe siècle. Le propriétaire de l'époque, c'est Jacques Vallée, qui est sieur des barreaux, hein, qui est contrôleur général des finances. C'est un propriétaire engagiste, donc c'est quelqu'un qui a acheté le droit d'usage du domaine, mais le domaine appartient encore à la couronne royale. Donc il tire des revenus du domaine, hein, il tire du revenu des bailliages, des péages, etc. Et donc, bah, ils entretiennent pas trop le bâtiment, hein, c'est pas le but, hein, ils sont là pour faire de l'argent. Donc là, on voit un château, donc le château médiéval qui est en ruine, suite aux guerres médiévales, aux guerres de religion, pardon. Euh, bon, on sait que Jacques Vallée a fait quelques travaux de rénovation quand même, parce que il fait, je cite, des remuements de terre, des relèvements de canaux, plans et palissades et autres embellissements pour la décoration du dit château. Et on sait qu'en 1633, le château est un château qui consiste en plusieurs bâtiments fermés de fosses en eau et ponts-levis, jardins, viviers, fontaines et autres, et également un grand parc qui a été fait durant la jouissance du domaine par le comte de Saint-Paul. Donc les bâtiments sont pas en très bon état, mais c'est quand même un domaine que les gens cherchent à acquérir, hein, les engagistes en particulier. Voilà. Mais par contre, bon, la vieille forteresse médiévale n'est plus du tout entretenue, elle tombe en ruine gentiment. Donc là, je vais m'arrêter sur un point qui est un petit point intéressant. C'est ce petit pont qu'on voit sur le dessin de Chastillon, ici, là, en bas, au-dessus du canal, au pied du mur de soutènement. C'est un point qu'il est intéressant de relever parce que il permet de montrer comment on peut, à partir d'éléments qui sont lacunaires ou pour lesquels on est soumis aux supputations, on peut, à force de croiser des informations archives et archéologiques, arriver à confirmer ou non ben, la présence ou l'aspect d'un bâtiment. Donc là, en l'occurrence, on va s'arrêter sur ce petit pont un peu particulier. On sait que Chastillon avait parfois des problèmes de perspective, hein. Il avait beaucoup de mal à représenter la perspective. Bon, notre chance, c'est que Châteauneuf, il l'a représenté de face, donc sur un plan. Ça permet d'éviter d'avoir trop d'erreurs. Mais on sait également que c'est quelqu'un qui pouvait facilement déplacer des bâtiments quand ça l'arrangeait sur ses représentations. Donc se pose la question
la fiabilité, hein, de la représentation de Chastillon, c'est d'autant plus important que c'est quand même, comme je vous l'ai expliqué sur cette gravure, que la plupart des hypothèses ont été initiées. Donc on a ce petit pont au pied du mur de soutènement qui donne sur donc on a un pont dormant en bois, et là on voit qu'on a un pont-levis, hein, avec ses aiguilles, qui mène à une porte qui est elle-même creusée dans le mur et qui permettait de relier donc les jardins bas à la terrasse haute et donc au logis. On peut se demander quand même si c'est vraiment quelque chose qui a existé, parce que ça paraît pas très très réaliste comme système architectural. Ça semble assez dangereux de passer derrière un mur de soutènement qui pourrait s'effondrer. Euh, bon, on peut se demander si Chastillon ne s'est pas fait un petit plaisir là, en rajoutant un élément pour peut-être équilibrer une partie de son dessin, etc. Et donc, on découvre qu'en 1645, dans un devis de réparation, on décrit ce qui suit. Un pont dormant traversant le canal du bout du jardin, fait de pièces de charpenterie. Et donc s'ensuit tout un descriptif des poutres et des types d'assemblage pour ce pont dormant. Donc il est quand même très probable qu'on parle bien du même pont dormant traversant le canal au bout du jardin, hein, c'est bien lui. Donc déjà c'est un premier élément qui permet de confirmer la représentation de Chastillon. Et un deuxième élément qui vient définitivement confirmer, c'est que en 2011, on a une vidange accidentelle des douves. Et donc, on voit au pied donc, des murs de soutènement de la terrasse qui ont été construits donc, au milieu du XVIIe siècle. Tu m'entends? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Oui ou non? Oui? Activé? Bon, on verra. Enregistré. Alors, c'est reparti. Donc, on voit sur ce mur, donc, qui est le mur des douves, qui est le mur de soutènement réalisé au XVIIe siècle, qui est parfaitement appareillé, hein. On a un cordon, les appareils sont bien lisses. Ici, on a les soutènements, les fondations qui sont bien marquées, mais on voit qu'au milieu, il y a cette espèce, enfin, au milieu, dans le premier quart de ce mur, on voit une espèce d'amas rocheux là qui est assez curieux. Et donc, quand on se rapproche, on se rend compte que on a un élément de plateforme qui a été, alors, ce qu'on appelle un arrachement, hein. Les pierres ont été en partie arrachées, mais comme on était dans une construction inondée, ils l'ont laissé dans les sous-bassements. Et donc, il s'agit très probablement, si on le regarde du dessus, de la plateforme qui servait à recevoir en fait, la partie mobile du pont-levis. Donc on a bien une trace, a priori une trace archéologique de ce qui était représenté par Chastillon dans son dessin. Voilà. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien que le mur de la terrasse 17e n'a pas le même axe que cette petite plateforme de pont. Et ça nous permet, par projection, d'obtenir le positionnement et l'emprise de l'ancien mur de soutènement médiéval. Comme on voit ici dessiné en rouge, qui nous permet d'estimer en fait l'emprise de cette ancienne terrasse médiévale et de la comparer à ce qui a été réalisé au XVIIe siècle, hein, un peu plus tard, par les Particelli, avec ce grand bassin et ces grands murs de soutènement qui viennent un peu plus tardivement. Donc voilà, c'est intéressant de, 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 de pouvoir questionner une représentation iconographique et de la confronter à des sources archéologiques ou des sources d'archives, et ainsi petit à petit de progresser dans la connaissance du lieu. Donc, ça nous permet de comprendre que Chastillon est quand même relativement fiable, hein, dans sa présentation, et que c'est pas quelqu'un qui invente, c'est-à-dire qu'il va représenter ce qu'il voit. Donc ce qu'il représente a de grandes chances d'avoir existé. Et donc c'était important parce que moi, ça m'a permis, entre autres, euh, d'envisager que les grandes fenêtres de la grande salle royale à l'époque médiévale étaient surmontées de réseaux polylobés. Parce que l'archéologue du bâti n'ayant pas de traces
l'envisageait mais n'était pas certain. Et en fait, le fait que Chastillon ait représenté dans la partie haute des fenêtres ces réseaux polylobés nous permet de penser qu'effectivement, ils devaient bien exister. Voilà. Donc encore une fois, c'est par extension qu'on peut, euh, par extension et rapprochement, qu'on peut envisager de nouvelles interprétations du bâtiment. Donc, un propriétaire très important, c'est Michel Particelli, voilà, qui est propriétaire du château de 1644 à 1650. Alors, Particelli, il est né à Lyon d'une famille d'origine italienne. C'est un financier qui, en 1643, achète la charge de contrôleur général des finances, puis il devient surintendant des finances. Alors, il acquiert Châteauneuf en 1644, en février 1644, en tant qu'engagiste, encore une fois. Il fait faire un procès-verbal d'expertise, hein, pour savoir ce qu'il y a à faire au château. Et le château dressé en mai 1644 indique que Châteauneuf est en ruine et inhabitable. Un procès-verbal avait été fait 2 ans plus tôt par la duchesse d'Aiguillon et qui avait donné le même résultat, en ruine et inhabitable. 2 ans plus tard, en 1646, il devient pleinement propriétaire du château de Châteauneuf, devient le premier propriétaire privé, puisqu'à ce moment-là, le domaine de Châteauneuf a été sorti du domaine royal. De façon assez surprenante, l'acte de vente qui a été retrouvé mentionne que Châteauneuf est un château avec des bâtiments depuis peu réédifiés et bâtis à neuf. Donc en fait, il semblerait bien que ce soit Particelli qui a engagé des travaux très importants de réhabilitation avant même de devenir propriétaire du château. Et ça a été confirmé donc, par un procès-verbal de réparation qui est daté de décembre 1645, qui fait le bilan comptable de tous les travaux qui ont été menés au château de Châteauneuf. Et ça, c'est intéressant parce qu'on pensait que le logis d'époque moderne avait été plutôt construit à l'époque de son successeur, Louis Filippo d'Avriel. Et donc non, c'est bien Particelli qui, en quelques années seulement, a remplacé tout l'ancien château médiéval et d'époque Renaissance tardive par un château de type moderne au milieu du XVIIe siècle. Donc voilà une vue du château de Châteauneuf à l'époque du sieur d'Emery, donc Michel Particelli, daté de 1650. C'est un dessin de Israël Sylvestre, qui est dessinateur du roi, qui est quelqu'un qui avait réalisé de nombreuses vues de châteaux, de fêtes, de jardins, etc. Et, il fait donc cette vue très détaillée du château de Châteauneuf, vue du sud, hein, depuis la Loire. Donc au premier plan, on voit la Loire, on voit également le coteau sur lequel est construit le village et le château. On a des jardins à la française, hein, au premier plan, avec quelques rondeaux qui sont encore visibles. On a deux grandes terrasses soutenues par des murs à parapet et également un pont qui enjambe le canal. On voit très bien sur la gauche les tours médiévales, hein, et l'enceinte médiévale qui est encore bien visible. On voit également la grande salle qui est toujours là, avec ses contreforts, ses hautes cheminées. Et on voit donc ce nouveau logis qui a été construit pratiquement de zéro, hein, par Particelli, qui est posé au bord de la terrasse haute et qui surplombe la terrasse intermédiaire. C'est vraiment un bâtiment de type classique, hein, 17e, qui a été complètement remanié. Et on devine entre les deux bâtiments donc quelques petits bâtiments bas qui sont bien visibles. À l'arrière-plan, on a un bâtiment qui pourrait être les écuries, ainsi que le pont-levis au-dessus des loupes sèches. Voici un autre dessin réalisé en 1664 par un dessinateur qui suivait le voyage du légat Chigi, donc qui était un ambassadeur du pape qui se rendait à Paris et qui est passé par Châteauneuf. Et donc on voit que, donc là on est à l'époque de Marie Particelli, fille de Particelli, que la grande salle royale est toujours debout, avec ses contreforts et sa grande cheminée à souche. On voit que le logis n'a pas changé, si ce n'est qu'il n'y a plus le clocheton qui a disparu entre-temps, et on a les jardins qui sont bien visibles avec le grand rondeau au premier plan. Donc, vers 1650, la demeure classique voulue par Michel Particelli, on voit qu'on a eu une évolution, hein, que le château médiéval, donc, qui était sur la partie droite de l'image, sur la terrasse intermédiaire, a complètement disparu, il ne reste que la grande salle, et que le château s'est déployé euh, sur toute la longueur de la terrasse, qu'il s'ouvre maintenant des deux côtés, donc il y a un côté Loire et un côté cour d'honneur, le long d'un grand axe qui passe par les perrons, hein, qui ont été refaits à neuf, donc les perrons du logis de Châteauneuf.
On a de gros travaux de terrassement qui ont été entrepris, hein. Les douves sèches ont été creusées, ce qui a permis de faire des apports de terre pour créer la cour d'honneur. Les douves sèches sont surplombées d'un pont avec un petit pont-levis qui permet de fermer la cour d'honneur. Et on a également sur la droite les écuries qui sont déjà probablement présentes et qui s'ouvrent sur d'un côté la basse-cour et de l'autre sur l'avant-cour qui a déjà été créée. Donc le grand corps de logis, c'est un bâtiment de 19 travées de long. Donc une travée, je vous le rappelle, c'est l'espace entre deux fermes de charpente. Il est couvert d'ardoises, surmonté d'un clocheton, comme on peut le voir sur le dessin d'Israël Sylvestre en 1650. L'avant-corps, donc c'est cette partie qui avance au milieu de la façade, est surmonté d'un blason aux armes de Particelli et d'un petit clocheton. Donc. Cet avant-corps sert à séparer de façon symétrique le bâtiment, et cet avant-corps contient le grand escalier monumental qui dessert d'un côté la cour d'honneur et de l'autre la terrasse intermédiaire qui donne sur les jardins. On a 2 étages, plus un étage sous comble. À gauche de ce logis, donc avec la destruction de l'enceinte médiévale, il y a un grand espace qui est apparu entre la grande salle royale et le logis. Et donc, on voit encore la petite chapelle médiévale qui est toujours présente. Et puis, ils ont fait construire un petit bâtiment bas, qui était probablement une salle à manger, et des cabinets destinés à l'usage du maître des lieux. L'ancien château donc, a été complètement arasé, hein, sur la partie gauche, pour laisser place à une grande terrasse intermédiaire. Et on a enfin notre monumental escalier, pont, là, qui traverse le canal. Et on sait que ce pont portait 4 grands vases. Donc, comme je vous l'ai dit, dans le corps de logis, on avait un grand escalier monumental qui permettait de desservir la nouvelle terrasse. Cet escalier donc est situé au cœur du bâtiment. Quand on arrive par la cour d'honneur, donc, au niveau intermédiaire, on a un escalier avec une rampe en fer forgé qui dessert le premier étage, donc les appartements. Et quand au contraire on descend dans les sous-sols en suivant une rampe en colonnade de pierre, on débouche par une grande porte sur la terrasse. Cette grande porte, tout ce qui est encore visible aujourd'hui, c'est ce trou dans la terrasse. En fait, ce trou que l'on voit aujourd'hui, c'est la porte du grand escalier. Alors, je fais une petite parenthèse sur ces dessins. Ce dessin, entre autres, d'escalier que vous avez vu, les seuls plans connus du château de Châteauneuf sont des plans du XVIIIe siècle, fin XVIIe, début XVIIIe, on ne sait pas exactement. Ils ne sont pas conservés en France, ils sont conservés en Suède, au Musée national de Stockholm. Et ces dessins et plans, qui sont des dessins de l'architecte, hein, de toute évidence, ont été retrouvés et identifiés dans les années 50 parmi les papiers d'une dynastie d'architectes. Euh, il semblerait qu'au début, fin 17e ou début 18e, les architectes Karl Johann Cronstedt et Karl Erlemann soient venus à Paris pour étudier l'architecture française et qu'à ce moment-là, ils aient acheté les plans de divers châteaux français et qu'ils les aient ramenés donc, à Stockholm. Et c'est comme ça qu'ont été conservés ces plans de Châteauneuf. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a des dessins, en particulier des avant-corps du grand corps de logis de Châteauneuf. Donc, le dessin qui est colorisé, c'était un projet d'architecture qui n'a probablement pas été réalisé, mais ce qui est intéressant, c'est l'arrière-plan, qui lui est en fait un relevé des avant-corps de Châteauneuf. Donc, on a un relevé de l'avant-corps côté jardin à gauche, et à droite, un relevé de l'avant-corps côté terrasse, côté cour. Pardon. Voilà. On voit d'ailleurs que l'avant-corps qui est côté cour est surmonté du blason des marquis de Châteauneuf. Le blason au dragon sinople avec la couronne de marquis. Donc on sait que ce sont des dessins qui ont forcément été réalisés après 1671 puisque Châteauneuf devient un marquisat en 1671. Euh, on va s'arrêter un peu sur la dynastie des Philippot de la Vrière. Louis II, donc qui est celui qui inaugure la dynastie des La Vrillières, hein, qui sont une grande dynastie de propriétaires de Châteauneuf tout au long du XVIIIe siècle. Il est secrétaire d'État sous Richelieu, puis Mazarin, puis Colbert, et il épouse la fille de Particelli, Marie Particelli.
Et donc il hérite de Châteauneuf après les décès successifs de Perticelli, son beau-père, de son frère, de sa femme, et enfin de sa belle-mère en 1670. Il récupère le château en 1670. Filippo de la Brière, c'est quelqu'un qui est féru d'architecture. Il est connu pour être un amateur d'art éclairé. Il possède une magnifique collection de peintures et de sculptures. Et il est à l'origine de l'un des plus beaux hôtels particuliers de Paris, hein, l'hôtel de la Vrière, qui devient ensuite l'hôtel de Toulouse et qui est aujourd'hui le siège de la Banque de France. Donc Filippo, en fait, consacre une partie de sa fortune à embellir le domaine de Châteauneuf, qui a été érigé en marquisat en 1671. On sait qu'il achète des terrains, des maisons pour agrandir l'emprise de l'avant-cour et de la cour d'honneur, et créer également ce qui sera plus tard une grande avenue plantée qu'on appelle la Grande Allée, l'actuelle avenue Viger, qui a été étudiée par Monsieur Meunier, des Amis du Musée. Il fait également exécuter d'importants travaux dans les jardins. On sait entre autres qu'entre 1672 et 1674, de nombreux terrains sont acquis pour agrandir le parc et que le parc sera dessiné par André Le Nôtre, donc le fameux jardinier du roi. Voilà. Voilà à quoi ressemblaient les jardins à l'époque de Filippo de la Brière. On voit qu'ils s'étendaient quand même jusqu'à la Loire. Quelque chose d'assez magnifique et immense. Après 1650, donc à l'époque de sans doute Marie Particelli et Louis Filippo de la Brière, la grande salle royale, donc je le rappelle, est un immense volume euh, d'un seul bloc, est divisé en deux par un mur, donc un mur à pan de bois, hein, un mur à pan de bois qui est encore visible aujourd'hui dans certains bureaux de la mairie. Et donc on divise cette grande salle en deux pour faire côté cour trois étages, dont un étage entresol, pour en faire des appartements, qui sont entre autres des appartements du seigneur. Et côté jardin, on va créer une grande galerie, c'est-à-dire qu'on va euh, reprendre les fenêtres. C'est à ce moment-là qu'on va découper les anciennes fenêtres médiévales pour faire des fenêtres à grande croisée, plus à la mode du XVIIe. Et on va faire une grande galerie couverte de plâtre et surmontée d'une voûte en berceau. Donc, la galerie, à l'époque, c'est un élément important hein, du logis. C'est un espace indispensable. Il sert de promenoir, c'est un espace d'apparat, c'est un espace de réception. Et pour ce qui est de Louis Filippo, elle sert d'écrin pour ses collections de peintures. On découvre en fait que à cette époque-là, donc dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, on a une frise peinte qui vient décorer le pignon sud, juste en dessous de la voûte. C'est des peintures qui ont été découvertes par Cédric Perrault quand il est allé faire ses relevés dans les charpentes. Et donc c'est une peinture à l'huile sur enduit. On voit des décors de fleurs ainsi que ce qui pourrait être des oiseaux. Et cette fresque est délimitée dans sa partie haute par un liseré noir. Donc c'est une fresque semi-circulaire. Donc il conviendrait que un spécialiste des peintures murales vienne les dégager, les observer et les consolider. Donc, moi, j'ai pu y retourner quelques temps après le passage de Cédric Perrault, et en procédant à un dépoussiérage très superficiel, et en prenant plusieurs photos, parce qu'on est entre deux niveaux de charpente, donc c'est très difficile, on est obligé de ramper pour y accéder, réaliser une image par un assemblage numérique, ce qui permet d'observer cette fresque dans son entièreté. Donc voilà à quoi ça ressemble, hein. Un magnifique bouquet dans un panier tressé de céréales, avec des fleurs de toutes sortes, de toutes couleurs, et on devine des oiseaux qui pourraient être peut-être des aigles ou des perroquets vus de dos, ainsi que des motifs non identifiés, rouges, qui pourraient être des frondes de plantes, on ne sait pas exactement. Voilà. Donc cette fresque magnifique a été recouverte parce vers 1670 et 175, on détruit la voûte en berceau pour la remplacer par une voûte surbaissée en plâtre qui vient donc dissimuler cette fresque et donc la préserver par la même occasion. Voilà. Euh, cette voûte surbaissée est soulignée par un décor à entablement et corniche qui fait tout le tour de la galerie, qui comprend 35 trophées de 5 modèles différents, qui sont répétés en alternance et séparés par des consoles à tête de satyre.
Au milieu de la galerie, son strict milieu, on a un panneau qui est beaucoup plus travaillé et qui représente un masque d'Apollon, encadré de palmes, de rayons solaires et d'entrelacs. Et au-dessus, on a un coussin qui est représenté et qui devait certainement être destiné à recevoir une couronne royale, qui aujourd'hui a disparu. Euh, on a deux personnes, Renaud Serette, donc, qui est spécialiste du mobilier du 18e, et Philippe Lepareux, qui est un professeur d'histoire qui s'est spécialisé dans la restitution de bâtiments du 18e siècle, qui se sont associés pour tenter de restituer l'aspect de la galerie donc au milieu du XVIIIe siècle. Et pour ça, ils se sont basés sur les inventaires après décès des Filippo d'Avrières, donc un inventaire en particulier 1725 et un autre 1777 qui décrivent très précisément, hein. Les notaires, quand ils faisaient des inventaires, ils se déplaçaient de pièce en pièce et ils décrivaient tout ce qu'ils voyaient, donc aussi bien le mobilier que les tableaux, etc. C'est comme ça qu'on peut restituer des intérieurs qui autrement ne nous seraient pas connus. Donc, Philippe Le Pareux a fait un travail remarquable de restitution de cette galerie. Je vous lis un extrait de l'inventaire de 1725 sur lequel ils se sont basés, donc, qui dit ce qui suit. Dans la grande galerie ayant son entrée par le salon et sa sortie par l'orangerie, on trouve 10 canapés de 3 fauteuils chacun, de bois blanchi à filets dorés, 10 tabourets de bois blanchis à filets dorés, le tout garni de crins, couvert de tapisserie à fleurs euh, et de motifs d'Utrecht. Voilà. Et ça continue comme ça. Donc voilà à quoi pouvait ressembler la galerie au milieu du XVIIIe siècle. On a côté appartement des tableaux qui représentent les ancêtres de la famille Lavrière. On a également des tableaux qui représentent Louis XIV à cheval, sous le masque d'Apollon, hein, sous l'entablement, hein. À son côté, on a Louis XV, qui était le roi du XVIIIe siècle. Côté jardin, on a des paysages peints par Crépin. Et la galerie est éclairée par des chandeliers en bois doré et un grand chandelier en cristal, ainsi que par des torchères qui représentent les enfants. Voilà. C'était un lieu qui était aussi une salle de jeu, puisqu'on a recensé plus de 9 tables de jeu, hein, dans les inventaires, des tables de brelan, de tric-trac, etc. Voilà. Je précise que les tableaux qui sont représentés dans cette restitution ne sont pas les tableaux originaux, parce que les tableaux originaux ont disparu à la fin du XVIIIe siècle, et que bah, nos deux restituteurs ont utilisé des tableaux qui font partie des collections françaises et qui sont équivalents à ce que pouvaient être les tableaux donc, au XVIIIe siècle. Voilà. C'est quand même un magnifique travail de restitution et ça donne une bonne idée de ce que ça pouvait être à cette époque-là. Alors, on a aussi également construit à cette époque le grand escalier en fer à cheval. On ne sait pas exactement à quelle période il a été construit, toute fin du 17e ou début du XVIIIe siècle. Il s'agit d'un grand escalier à double rampe et repos intermédiaire, donc on dit en fer à cheval. Il y en a un autre exemplaire qui est très connu au château de Fontainebleau. Cette forme d'aménagement était assez spécifique des travaux de André Le Nôtre, donc le jardinier du roi, et en ce qui permet d'avoir une vue sur sur ces différents niveaux, une vue sur les jardins en contrebas. Voilà une image réalisée en 1773 par Campion et qui représente le château de Châteauneuf et donc son grand escalier en fer à cheval. Euh, la rampe basse était encadrée de deux lions ou deux sphinx, on ne sait pas. Et donc les fameux lions de Romagnésie, hein, qui sont aujourd'hui au tribunal de commerce d'Orléans, euh, au palais de justice d'Orléans, pardon, ne sont installés qu'en 1783, à la demande du duc de Penthièvre, donc un peu plus tardivement que cette image. Louis Filippo de la Vrillière, donc, qui est amateur d'art et d'architecture, il décide de relier donc, ces deux bâtiments qui sont la Grande Salle Royale et le Grand Logis, euh, parce qu'on sait qu'il y avait un trou à cet endroit-là, hein. Il y a eu plusieurs tentatives de relier ces bâtiments avec des petits pavillons bas, mais ça ne donnait pas grand-chose. Ces bâtiments ont été détruits à plusieurs reprises. Et donc, il décide de lancer un grand projet d'architecture pour définitivement relier ces deux bâtiments. Et donc, en 1679, il passe commande à un menuisier parisien, Nicolas Caillot, d'un modèle en bois de son château de Châteauneuf sur les plans de l'architecte Pierre Bullet. Pierre Bullet, qui est un jeune architecte à l'époque.
Il faut savoir que les maquettes d'architecture pour des bâtiments privés, à l'époque, c'est extrêmement rare, hein. Donc, on a affaire à quelqu'un qui est très puissant et qui peut se permettre de faire ce genre de commande, rarissime. Donc, pour vous décrire la commande, la maquette doit être faite de bons bois de chêne sains, secs et entiers, sans oublier. Elle doit être détaillée de toutes les sculptures, tant des entablements, chapiteaux, consoles, figures, armes et autres, qui seront dessinés comme ils sont dessinés sur les dessins. Elle doit être peinte couleur de pierre et les combles en couleur d'ardoise, et se démonter en sorte qu'on puisse facilement voir tous les dedans. C'était une maquette absolument énorme qu'on pouvait ouvrir pour voir comment étaient imaginés les intérieurs du pavillon hexagonal et du salon. Donc Pierre Bullet, l'architecte, avait travaillé pour le frère de Balthazar, euh, le fils de Filippo de la Brière. Euh, et donc ce Pierre Bullet imagine un monumental pavillon octogonal surmonté d'un dôme en ardoise à pans, et il y ajoute une aile en retour. Voilà. Donc ce salon hexagonal rappelle le salon octogonal qui avait été réalisé par Levaux en 1663 pour la ménagerie de Versailles. Donc voici une image. Voilà, on reconnaît bien là, un pavillon hexagonal avec le même système de dôme à pans surmonté d'un petit clocheton. Malheureusement, Louis Filippo meurt peu de temps après, hein, il meurt en 1681, donc les travaux ne démarrent pas. Et ce n'est qu'en 1688, hein, du fait du problème d'héritage, que son fils Balthazar commande enfin la réalisation de ce fameux pavillon hexagonal à l'entrepreneur Louis Rocher, qui est un entrepreneur orléanais. Voilà. Les travaux dureront 2 ans. Malheureusement, ils seront suivis d'une longue période de réhabilitation parce que de nombreuses contrefaçons, en particulier au niveau des charpentes et des couvertures, seront découvertes ultérieurement. Donc, c'est un magnifique salon de type italien qui est abrité par ce pavillon hexagonal. Ce salon permettait en fait d'observer encore une fois les jardins depuis les grandes baies qui étaient orientées au sud. Ce pavillon, c'est vraiment un témoignage magnifique de ce qui pouvait se faire donc, au cours du règne de Louis XIV, en tout cas sur les bords de Loire. Et donc, pour relier donc les deux bâtiments, on a ce pavillon hexagonal qui permet d'occuper l'angle, et puis pour occuper l'espace, on crée donc ce pavillon, hein, c'est une espèce de dalle en retour, qui est en saillie sur la terrasse côté jardin, mais qui est également en saillie sur la cour d'honneur. Elle est composée de 2 niveaux sous comble, qui est occupée par une salle à manger au rez-de-chaussée et par des chambres et des appartements à l'étage. Euh, on a également un petit jardin privatif qui est clos de murs et qui prolonge en fait le bâtiment pour fermer la cour d'honneur et la séparer un peu plus de la basse-cour. Voilà. Voilà, sur un plan du milieu du XVIIe siècle, on voit bien l'emprise de cette aile, hein, et du petit jardin qui vient fermer la cour d'honneur. Alors, je fais un petit arrêt sur les orangeries. Donc, au XVIIe siècle, posséder une orangerie, c'est un signe de richesse, un signe vraiment de raffinement, parce que c'est assez difficile de garder des orangers. Et donc, à Châteauneuf, la première orangerie est construite après 1650, donc probablement par Louis Philippot de la Vrière, le gendre de partie de chez lui. Et ça, on l'a découvert en fait de 2 façons. On a des documents qui ont été étudiés par Gaston Pouillot qui décrivent en 1671 l'orangerie du château de Châteauneuf. Et ça a été corroboré par en fait le grand tableau des jardins conservé au musée. Parce qu'en fait, quand ce tableau a été ramené au musée, il y a eu une phase de restauration. Et au moment de la restauration, on s'est rendu compte que il y avait des repeints. Et en enlevant ces repeints, eh bien, on a découvert un bâtiment à la gauche de la grande salle royale qui n'était pas visible avant. Et donc on a compris qu'en fait, le tableau avait probablement été commandité par Louis Filippo de la Vrière, donc vers 1670-1680, pour représenter son château. Et que après sa mort, quand son fils Balthazar a fait construire la rotonde, il a fait faire des retouches sur le tableau pour faire apparaître sa belle rotonde, etc. Donc on a 2 époques qui sont visibles sur ce tableau. Et donc ce bâtiment qui a été découvert sous les repeints, c'est un bâtiment qui était avant la construction de la rotonde, et donc c'est tel qu'on peut le décrire,
l'orangerie, la première orangerie de Châteauneuf-sur-Loire. Donc elle est décrite comme suit dans l'expertise de 1678, hein. C'est un bâtiment de 13 toises de long, à peu près 25 mètres, qui donne d'un côté sur la terrasse haute, en terrasse, et de l'autre sur le jardin. À l'étage, on compte 4 chambres lambrissées. Voilà. Donc, on voit, elle est là, à côté de la grande salle, sur la terrasse intermédiaire. Et lui est adjoint un petit bâtiment en retour, là, dont je parlerai un petit peu plus tard. Euh, il y aura ensuite une deuxième orangerie, qui sera construite, elle, sur la terrasse haute, donc un peu plus haut, hein, on monte d'un niveau. Euh, Elle est attestée dès 1710, puisqu'on sait que Louis III fait un échange de maisons avec un habitant. Ils échangent une maison pour qu'on puisse construire effectivement cette orangerie à ce nouvel emplacement. Donc il s'agit de la ferme, hein, celle que l'on connaît aujourd'hui, et on reconnaît bien dans ce bâtiment les grandes fenêtres qui étaient celles des orangeries, qui permettaient de faire entrer la lumière en hiver pour préserver les orangers en pot. Donc, je vais m'attarder sur ce petit bâtiment qui était à côté de la première orangerie, qui est toujours debout, donc qui est fortement dégradé aujourd'hui. Euh, c'est un petit bâtiment qui, toutefois, est construit en pierre de taille, et qui en plus était couvert de stuc. On voit qu'il y a encore des traces de corniche dans les parties hautes, qui sont encore visibles. Donc, ce petit bâtiment, qui voilà, ressemblait à ça au début du XVIIIe siècle, en fait, il s'agit, sous ce bâtiment se trouve un des plus anciens vestiges de Châteauneuf, hein, c'est la fameuse fontaine dont je vous ai parlé tout à l'heure. La fontaine médiévale qui est enterrée dessous, entre guillemets, hein, qui est prise dans la terrasse qu'on voit, qui a été construite. Et donc cette fontaine, en fait, au XVIIIe siècle, a été réutilisée et réhabilitée pour en faire des bains. On l'a découvert en fait dans les plans qui étaient conservés à Stockholm. On voit sur ce plan, donc dans la partie droite, l'angle de la grande salle qui était une cuisine à l'époque, hein, l'escalier qui permet de descendre sur la terrasse, et donc ce petit bâtiment ici semi-enterré. Et on voit que au rez-de-chaussée, on a la fontaine, le bassin en eau qui a été surmonté d'une pompe à main, qui permettait d'alimenter à l'étage un réservoir en cuivre et donc une baignoire où très certainement le seigneur pouvait venir prendre ses bains. Voilà. Euh, on sait que c'est à cette époque-là, hein, fin 17e, début 18e, que l'art des bains commence à se développer, mais les bains sont toujours à ce moment-là encore à l'extérieur des bâtiments. Et on voit également que cette pompe servait à alimenter par un tuyau enterré les cuisines. Vous avez également l'eau potable dans les cuisines. Et je vais en terminer avec le dernier propriétaire, donc qui est le duc de Penthièvre, qui est propriétaire de 1784 à 1793. Le dernier, Lavrière, donc qui est duc, meurt en 1777 sans héritier. Donc son domaine est vendu. Il est racheté d'abord par les princes de Rohan-Guéménée qui font faillite. Et le nouvel acquéreur est le duc de Penthièvre, donc qui est un Louis Jean-Marie de Bourbon, qui est un petit-fils légitimé de Louis XIV, qui donc rachète le domaine en 1784. Et donc, c'est quelqu'un qui va moderniser et faire embellir son domaine en construisant entre autres une immense orangerie, des petits pavillons qui enserrent la grille d'entrée, le pavillon de l'horloge qui permet de finaliser la symétrie de l'avant-cour euh, en reproduisant le pignon des écuries. À l'époque, comme on peut le voir, la grille elle s'avance sur l'esplanade en demi-cercle. Voilà. Cette grille sera d'ailleurs détruite au XIXe siècle et reconstruite de façon rectiligne, celle qu'on connaît aujourd'hui. Il fait également refaire toutes les fenêtres, pour refaire des fenêtres à grands carreaux, euh, qui sont alors beaucoup plus à la mode. Il fait rabaisser la toiture de la grande salle, hein, donc c'est la forme que l'on connaît aujourd'hui. Et les jardins sont en partie transformés en jardins à l'anglaise, hein, c'est la mode sino-anglaise. On connaît d'ailleurs la fameuse pagode de Chanteloup qui appartenait au duc de Penthièvre. Ces biens sont saisis en 1793, juste après sa mort, et deviennent biens nationaux. Voilà, donc voilà une magnifique tabatière qui représente le château de Châteauneuf. À l'époque, alors un peu avant le duc de Penthièvre, les gouaches sont probablement de 1770, mais elles ont été intégrées dans une tabatière qui a probablement été créée en 1783, comme les poinçons l'indiquent. Et donc on voit la conformation du domaine de Châteauneuf, donc l'avant-cour et la cour d'honneur,
et la partie côté jardin, où on devine déjà des jardins plutôt à l'anglaise, avec à gauche le colombier et le temple de l'amour tout au bout de sa terrasse. Donc, il fait construire une grande orangerie juste avant la Révolution. Donc, elle est une des plus grandes de France, hein. Elle rivalise avec les grandes orangeries des Tuileries, par exemple. Elle fait 70 mètres de long sur 6 mètres de large et 9 mètres de haut. Et elle est encore utilisée aujourd'hui, hein, pour préserver les différentes plantes en pot des espaces verts, donc les orangers, les citronniers, les lauriers, les palmiers, etc. Voilà. Et il fait donc également réaliser le pavillon de l'horloge qui permet de, en lieu et place de l'hôtel du Sauvage qu'il a racheté, de finaliser la symétrie de l'avant-cour et de faire une ouverture sur la rue principale de Châteauneuf. Le 16 avril 1793, on décrète la saisie des biens des Bourbons. Le citoyen Lambert, en octobre, fait détruire une partie des signes de la royauté au château de Châteauneuf. En août 1794, on a des inventaires qui sont réalisés par un peintre qui s'appelle Picot, qui envoie cet inventaire à la commission des arts pour qu'elle puisse faire son choix parmi les peintures, sculptures et mobiliers qui seront envoyés ultérieurement au muséum, c'est-à-dire au Louvre. Enfin, en juillet 1798, le château est mis aux enchères et il est acheté par Benoît Lebrun, qui est architecte de son état, hein, ancien ingénieur du roi, et qui est connu comme étant un homme d'affaires spécialisé dans le rachat euh, des grands domaines publics dont il revend les matériaux. Voilà. Donc petit à petit, il fait démonter le grand corps de logis, une partie de l'aile et le grand escalier en fer à cheval pour revendre les matériaux. Et donc à son décès en 1819, le grand corps le domaine de Châteauneuf n'est plus qu'un grand champ de pierre destiné à la vente. Je vous lis un passage de son inventaire après décès. Estimation des matériaux. À droite, en arrivant au château, sous les arbres de la contre-allée, 20 tambours de colonne, prisés 25 francs, 22 quartiers de pierre, cubant 244 pieds, 714 morceaux de pierre d'Apremont qui sont au pied du fer à cheval, donc du grand escalier, et un tas de pierres parmi lesquelles se trouve beaucoup de marbre. Et donc là, on a une représentation du château dans cette période-là, hein, vers 1820, hein, puisqu'on voit encore les colonnes voilà, qui sont dans la contre-allée. Et donc, on voit que le grand corps de logis a été complètement arasé et que l'aile a été réduite à la portion congrue et c'est ce qu'on a aujourd'hui comme euh, accueil de la mairie au XXIe siècle. Voilà, j'en ai terminé. J'espère que le sujet vous aura intéressé.